Bienvenue sur Investipedia, où nous embarquons pour un voyage fascinant dans le monde clandestin de l'espionnage. Dans ce documentaire novateur, nous plongeons dans les ténèbres de l'histoire pour découvrir des histoires inédites, des opérations secrètes et des intrigues cachées qui ont façonné le cours des nations et changé le cours de l'histoire. Investipedia est une production de Flashmag, le magazine avant-gardiste, en ligne sur www.flashmag.net. Investipedia nous entraîne dans une exploration captivante de l'histoire de l'espionnage, ressortant de la poussière du temps les opérations qui à jamais sont entrées dans les annales de l'espionnage. Grâce à une combinaison d'images d'archives, d'analyses d'experts et de témoignages de première main, nous élucidons les mystères de l'espionnage et découvrons les vérités cachées derrière certaines des opérations d'espionnage les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, nous parlerons du pillage des archives de la franc-maçonnerie et des services secrets français par les nazis. Le pillage des archives de la franc-maçonnerie par les nazis représente une quête historique palpitante, rappelant les chasses au trésor des temps anciens. En fouillant les recoins cachés de l'Europe, ils cherchaient non seulement des objets de valeur, mais également des secrets pouvant leur conférer un avantage stratégique, comme la recherche du Graal sacré confié à Otto Rahn, un officier supérieur des SS. Une quête du pouvoir absolu par Hitler, mieux connu dans les arcanes des fanatiques du côté occulte de la Seconde Guerre mondiale. L'opération secrète nazie, visant le vol des archives franc-maçonnes et des services secrets français, fut menée avec une précision chirurgicale. Ce gambit audacieux démontre l'étendue des efforts déployés par le Troisième Reich pour s'emparer de connaissances ésotériques et stratégiques pour consolider leur emprise sur l'Europe. Les archives volées servirent de base à une exploitation méthodique des secrets maçonniques par les nazis. Ils scrutèrent chaque document à la recherche de renseignements qui pourraient être utilisés pour renforcer leur idéologie ou pour démanteler les réseaux de résistance en Europe. L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, la force opérationnelle spéciale dirigée par Alfred Rosenberg, le principal idéologue d'Adolf Hitler, était la principale agence chargée de piller les biens culturels dans les pays occupés par les nazis. D'abord tolérés par les nazis, les francs-maçons feront l'objet de théories conspirationnistes dans les années 30, considérés comme des intellectuels libéraux, dont les cercles secrets pouvaient devenir des centres d'opposition. L'intérêt des nazis pour les procédés mystiques contenus dans les archives maçonniques révèle leur fascination pour l'occultisme. Ils croyaient fermement que la compréhension et l'utilisation de ces rituels pourraient leur octroyer un pouvoir incommensurable, influençant ainsi le cours de la guerre. Pendant la guerre, alors que les bombardements alliés s'intensifiaient, la collection d'archives volées fut déplacée d'Allemagne pour être mise en sécurité. Les nazis divisèrent leur trésor de guerre en 3 parties. 2 furent emmenés dans ce qui est aujourd'hui la Pologne et une en République tchèque. Les documents les plus anciens de la collection de Pologne sont des imprimés du XVIIe siècle relatifs au Rose-Croix, un mouvement spirituel ésotérique considéré comme le précurseur des francs-maçons et dont le symbole était un crucifix avec une rose en son centre. La dispersion mondiale des documents volés pendant la guerre ajouta une couche de mystère à cette histoire. Comme des graines emportées par le vent, ces archives trouvèrent refuge dans divers coins du monde, rendant leur localisation et leur récupération une énigme persistante pour les décennies à venir. Giacometti et Raven, dans leur passionnant roman « Le triomphe des ténèbres », fournissent un compte-rendu fictif mais historiquement ancré de ce projet néfaste. Avec pour toile de fond la France occupée, le roman suit le parcours d'Antoine Marcasse, inspecteur de police français et franc-maçon, qui se lance dans une quête périlleuse pour découvrir la vérité sur le vol d'archives maçonniques. À travers une intrigue minutieusement élaborée, les auteurs tissent des éléments de mystère, de conspiration et d'intrigue historique, mettant en lumière un aspect moins connu de l'agression nazie. Les recherches et les prouesses narratives de Giacometti et Raven éclairent les ombres de l'histoire, donnant vie à des histoires inédites de courage, de résilience et de défi face à la tyrannie. À travers leurs romans, ils rendent hommage à ceux qui ont résisté à l'oppression
et sauvegarder l'héritage de la franc-maçonnerie et du renseignement français. Leur travail est un rappel poignant du pouvoir durable de la connaissance, de la résilience de l'esprit humain et de l'importance d'affronter les chapitres sombres de notre passé. Mais le vol des archives de la franc-maçonnerie n'était qu'une facette de la campagne de pillage culturel et intellectuel des nazis. Dans leur quête incessante de domination, ils ont également ciblé les archives des services secrets français, cherchant à exploiter les renseignements et les informations stratégiques pour leur machine de guerre. Le 20 juin 1943 à 6 heures du matin, un commando de la Gestapo fond sur le bourg de Lédenon dans le Gard. Un homme retourné par les Allemands vient de trahir et de livrer un secret de taille. La cache où reposent 20 tonnes d'archives du service de renseignement de l'armée française. Des caisses, pourtant soigneusement enfouies, sont déterrées dans la propriété désignée. 3 années de folle odyssée s'achèvent. Après avoir été dissimulés dans un château proche de Toulouse, plongés dans l'obscurité de caves prêtées par des fromagers de Roquefort, camouflés dans la prison maritime de Toulon, puis transférés dans une villa de Marseille, ces si précieuses archives sont désormais en possession des hommes de Hitler. Le rapt fut massif, gargantuesque même. En juin 1940, les Allemands se lancent dans une entreprise systématique de confiscation de la mémoire de la France. Non pas de vieux papiers destinés à remplir une bibliothèque d'État, mais une mine inestimable d'informations. Les nazis cibleront les ministères, des organisations de gauche, SFIO, Parti radical, Ligue des droits de l'homme, CGT, le Grand Orient de France, plusieurs organisations juives et quelques personnalités politiques comme Édouard Daladier, Georges Mandel ou Léon Blum. Tous ont vu leurs sièges, bureaux et domiciles visités, retournés et vidés. Entre autres trophées, l'original du traité de Versailles, marqué du sceau rouge de Clémenceau, est saisi en Touraine, au château de Rochecotte, et expédié par avion spécial à Hitler. Les précieuses archives du ministère de la Guerre, elles, n'ont pu échapper à la traque que pendant 3 ans. Cette mémoire spoliée aurait pu à jamais rester dans l'oubli. Son retour ne s'est fait qu'après un stupéfiant détour et plus d'un demi-siècle d'amnésie. Paris, Berlin, Moscou, Paris. Le butin des nazis est passé aux mains des soviétiques. Les Français l'ignoraient et leurs précieux documents semblaient devoir se perdre dans le goulag des archives, selon l'expression d'une historienne russe. Il a fallu attendre 1991 et l'effondrement de l'URSS pour les voir miraculeusement réapparaître. Parmi cette masse de papier, 3 fonds ont particulièrement intéressé les nazis puis les soviétiques. Le stock des services spéciaux de l'armée, saisi en 1943 dans le Gard. Celui du service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Dès que les troupes soviétiques le trouvèrent, elles alertèrent par télégramme le chef de la police secrète, Laurentia Beria, et les archives personnelles de Léon Blum, l'homme du Front populaire, figure socialiste de l'entre-deux-guerres. Un triple périple où espionnage, histoire et politique se mêlent. Tout commence en juin 1940, ce mois de débandade, de panique et d'exode. Devant la fulgurante percée allemande, la République déserte la capitale et se replie vers Bordeaux. En ce 10 juin lugubre, le gouvernement déclare Paris ville ouverte, ville sans défense dans laquelle l'ennemi n'a plus qu'à se servir. Dans la nuit, Léon Blum a dû précipitamment quitter son domicile du 25 quai de Bourbon, ce refuge paisible niché dans l'île Saint-Louis. Le 20 juin, un commando pénètre chez lui. Les Allemands se saisissent du moindre objet, des factures comme des recettes de cuisine. D'une lettre de son ami l'écrivain Romain Roland, lui demandant de l'aide pour l'Espagne républicaine. Tout y passe. Même ces feuilles écrites, à l'encre de deuil, mêlant le politique et l'intime, signées aussi bien par l'écrivain Paul Valéry que par le secrétaire général du PCF Maurice Thorez. Ils y présentent leurs condoléances à l'homme qui vient de perdre sa femme, Thérèse, un jour de 1938. Le vol de ces archives constitue pour Blum un acte de cruauté, souligne l'historien Frédéric Monnier, l'un de ses biographes. Les Allemands sont allés se saisir des dossiers qui concernèrent leurs ennemis idéologiques, les Juifs, les francs-maçons, les gens de gauche, afin d'étudier et de détruire leur patrimoine, explique l'historienne Sophie Queret, auteure de La Mémoire spoliée, livre référence sur le sujet. Ils voulaient aussi réécrire l'histoire de l'Europe à la gloire du Reich qu'ils espéraient voir durer 1000 ans.
À l'heure où l'hémicycle de l'Assemblée nationale est pavoisé de croix gammées, les Allemands se ruent vers le ministère de l'Intérieur. Ils y font une prise d'envergure. Les papiers de la Sûreté nationale, l'organisme de renseignement politique du ministère. Un vrai festin d'informations. En tout, 650 000 dossiers individuels et 2 millions de fiches nominatives. Si les pièces les plus anciennes remontent aux années 1880, la majeure partie concerne les années 1930. On peut y lire des enquêtes sur la presse, les associations, les syndicats, les partis politiques et des personnalités telles que Jacques Duclos, l'un des principaux dirigeants d'un PCF, alors particulièrement scruté. Les Allemands pourront découvrir à quel point la surveillance des étrangers était forte. Ils constateront aussi que la police s'intéressait de près aux influences fascistes, soviétiques ou nazies. Mais le Troisième Reich n'aura que peu de temps pour exploiter cette manne. Rapidement, devant la menace soviétique, les Allemands éparpillent les archives françaises en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans d'autres territoires davantage à l'abri des bombes que Berlin. À mesure que l'armée rouge progresse, ces archives changent de camp. La France, elle, en perd jusqu'à la trace. Au sortir de la guerre, pendant quelques années, elle les cherchera, en vain. Nul ne sait alors si elles existent encore ou si elles ont brûlé. En pleine reconstruction, le pays oublie bientôt cette mémoire disparue. Le ministère de l'Intérieur ne semble pas vouloir crier que ses services ont perdu leur secret. Emprisonné par Vichy, déporté à Buchenwald, revenu en France, Léon Blum meurt en mars 1950, sans avoir pu poser les yeux sur ses chers petits papiers. Paul Payolle, l'ancien chef du contre-espionnage militaire qui avait organisé la dissimulation des documents pris dans le Gard par la Gestapo, a changé de vie. Il est devenu maire d'une commune des Yvelines. Les années filent et les souvenirs se tassent. Plus personne ne songe à rechercher ce pan de patrimoine tombé dans un oubli profond. Avec la chute de l'Union soviétique, un nouveau chapitre s'est ouvert. Les voiles se sont partiellement levés sur les archives cachées, révélant des fragments de l'histoire qui avaient été perdus ou délibérément occultés. Cette période a marqué le début d'un espoir renouvelé pour la restitution d'un patrimoine éclipsé. L'histoire de France dormait à Moscou, titre L'Express, en novembre 1991. Dans l'hebdomadaire, Anatoly Prokopenko, longtemps responsable du département des archives spéciales soviétiques, dévoile l'existence de ceux que les historiens appelleront désormais le fond de Moscou, et il raconte le rapatriement en Russie du trésor de guerre pour lequel l'URSS de Staline a réquisitionné un train composé de 38 wagons pour transférer l'ensemble des pièces dans un bâtiment qui venait d'être achevé par des prisonniers allemands. Bâtiment initialement destiné, ironie du sort, aux archives du Troisième Reich. Moscou exploitera ce gisement qui inclut tout ce qui a concerné la sécurité interne de la France pendant un siècle et demi, du début du XIXe siècle à 1940. Paul Payolle, l'ancien colonel chargé de la sauvegarde des archives du deuxième bureau, sortait alors de sa réserve, à 86 ans. Lui, il voulait, assure-t-il dans le bulletin de son association d'anciens des services spéciaux, que ces secrets de papier traversent la Méditerranée et soient confinés en Algérie. 2 fois. En 1940 puis en 1942, raconte-t-il, ces hommes et lui entreprennent des démarches auprès de l'amiral Darlan, ministre de la Marine puis chef du gouvernement de Vichy. 2 fois, ils se heurtent à un refus. Pourquoi courir le risque de livrer aux Anglais ce que vous cachez aux Allemands, s'entendent-ils répondre. Tout en soulignant la responsabilité de Darlan, Payolle oriente les regards ailleurs, vers d'autres administrations, moins vertueuses à ses yeux que la sienne. Certains auraient-ils occulté des vols par crainte d'être blâmés? Aujourd'hui encore, il flotte un entêtant parfum de mystère autour des archives de la Sûreté nationale et de leur captation. Y a-t-il eu une forme d'entente entre la police française et la Gestapo? Pendant la guerre, celle-ci a pour partie élu domicile au numéro 11 de la rue des Saussets, là où siégeait la Sûreté. À la chute du régime nazi,
Les Alliés découvrent une partie de ces documents et les restituent aux États européens spoliés. Les Soviétiques, de leur côté, les font secrètement acheminer vers Moscou et n'en rendent qu'une petite quantité. Les Européens les croient définitivement perdus. Pendant la guerre froide, les francs-maçons regagnent le chemin des cercles de pouvoir, notamment à l'OTAN, suscitant la crainte de l'URSS, qui veut dès lors infiltrer les loges occidentales. Ce n'est qu'au début des années 1990, à la faveur de la chute de l'URSS, que ces dossiers refont surface. Une universitaire américaine, Patricia Grimstead, est autorisée à se rendre à Moscou pour consulter le fonds d'archives. Elle met la main sur un document lui ayant appartenu. En suivant cette piste, elle finit par révéler l'existence de milliers de pièces volées, 28 000 dossiers, concernant tant la SFIO que la CGT, la Ligue des droits de l'homme ou encore Léon Blum. Sous la présidence de Jacques Chirac, les loges font une demande au chef de l'État pour qu'il intercède auprès de son homologue, Boris Eltsine. En échange de 4 millions de francs, la Fédération de Russie accepte, non sans rechigner, de restituer les documents, qui sont alors remis aux loges par le gouvernement français. Y figurent notamment 150 feuillets traitant de la loge des 9 sœurs, qui a compté parmi ses membres illustres Benjamin Franklin et Voltaire. En 1991, le temps n'est plus à la dissimulation, mais à la négociation diplomatique avec la Russie. Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, est chargé de faire avancer le dossier. Les tractations aboutissent lorsqu'en avril 1992, Monique de Nomasy, directrice adjointe des archives diplomatiques, s'envole avec une petite équipe pour Moscou. Les Français sont emmenés jusqu'à un grand bâtiment gris un peu sinistre. À notre arrivée, les Russes nous ont dit que l'alarme se déclenchait lorsqu'on touchait le mur extérieur, se souvient Nomasy. La surprise ne s'arrête pas là. Quand on nous a dit qu'il y avait plusieurs kilomètres d'archives, nous avons été sidérés, ajoute-t-elle. Les Russes semblent bien disposés. Ils détiennent ces masses de documents depuis un demi-siècle. Autant dire qu'ils avaient largement eu le temps de microfilmer ce qu'ils voulaient, souligne Nomasy avant d'ajouter « Ils étaient prêts à nous les rendre. Tout ce qu'on nous disait, c'est « donnez-nous de l'argent ». Ils ont essayé de nous en tirer le maximum. Les Russes transmettent à leurs visiteurs un inventaire. Est-il exhaustif ? Personne ne le croit. Après quelques péripéties politiques, le ministère des Affaires étrangères fait charger des camions qui rentrent en France sous protection diplomatique tout au long des années 1993 et 1994. Signe que ce retour est à la fois attendu et redouté, ce sont les services de renseignement des ministères de l'Intérieur et de la Défense qui inspectent en premier les cargaisons. Une deuxième salve de retour a lieu au début des années 2000. Mais tout ne revient pas, et certains restent sur leur faim. Un jour, le Premier ministre Lionel Jospin se rend à Moscou. Dans sa délégation, il emmène Jean-Michel Baillet, patron historique du Parti radical de gauche. De génération en génération, une sorte de tradition orale maintient chez les radicaux le souvenir enfoui de ces papiers perdus dans le temps. J'étais content d'aller là-bas récupérer ces archives. L'histoire du radicalisme se confond avec celle des 3e et 4e républiques, rapporte Bailey. Si ma mémoire est bonne, nous avons dîné au Kremlin. On m'a alors remis un dossier dans lequel il n'y avait pratiquement rien. J'étais parti frétillant, je suis rentré dépité. À l'inverse, archivistes et historiens sont débordés devant la masse de documents surgis du passé. Histoire de la criminalité, de l'espionnage, des partis politiques, des syndicats et autres. Le retour de ces archives a déjà substantiellement enrichi notre vision des années 30, indique Sophie Queret. Johanna Barras, historienne elle aussi, note dans un de ses livres sur la résistance que ces archives constituent un des gisements les plus prometteurs pour l'histoire de cette période. Les chercheurs connaissent le chemin. Les fonds du ministère de l'Intérieur sont à Pierrefitte, ceux de la Défense à Vincennes. Certaines familles lésées ont récupéré leurs biens et les ont mis à disposition. En 2012, l'écrivain et historien Ivan Jablanka a tiré du fonds de renseignement de la police un livre sur ses origines familiales, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus,
Grâce à des lettres de l'écrivain André Gide adressées à Léon Blum, Pierre Lachasse, spécialiste de l'œuvre de Gide, a pu retracer en 2011 l'histoire d'une amitié exigeante et difficile, jusqu'ici méconnue. L'historien Frédéric Monnier, auteur en 2016 de Léon Blum, La morale et le pouvoir, Armand Collin, a pu puiser dans le fond de Moscou pour apporter un éclairage différent sur la vie du principal dirigeant du Front populaire. Avec ses archives, la haine antisémite et les appels au lynchage prennent une autre ampleur, précise Monnier. Ils n'étaient pas seulement le fait d'une poignée de militants de l'Action française. Rien que pour Blum, le retour des archives a déjà enrichi 4 livres et été à l'origine d'un film. Un rapide tamisage des archives de la Défense permet de tomber sur d'autres pépites. Ainsi, ces fiches qui, fin 1939, pistent le déserteur Thorez. Le secrétaire général du Parti communiste venait de fuir la France alors qu'il était mobilisé dans un régiment à Arras. Dans une note, un commissaire divisionnaire assure avoir fait fouiller non seulement les trains de voyageurs, mais aussi les trains de marchandises allant à Genève, pour mettre la main sur l'homme qui parviendra à gagner Moscou. Par la grâce d'une nouvelle fiche, on apprendra que Thorez circulait avec un faux passeport. Dans un autre dossier, estampillé « Secret » au tampon rouge, une note remontant à 1931, émanant d'une personnalité neutre, dont le nom n'est pas dévoilé, rapporte cette conversation du futur Führer entendue à Innsbruck, en Autriche. D'après Hitler, la révolution est inévitable en Allemagne cet hiver et l'issue en sera ou le communisme ou un gouvernement d'extrême droite. Datant d'octobre 1940, une autre note d'un auteur également inconnu alerte sur l'invention diabolique et nouvelle probablement d'un certain gaz bleu utilisé par les nazis contre les vieillards et les fous. Un gaz, le Zyklon B sans doute, qui permet les exécutions de masse. Les informateurs et les espions ont joué un rôle crucial dans la localisation des archives. Leurs témoignages, souvent au péril de leur vie, ont permis de retracer le parcours complexe des documents volés. Durant la guerre froide, les archives volées sont devenues une véritable monnaie d'échange entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Leur valeur n'était pas seulement historique ou culturelle, mais aussi stratégique. Elles ont été utilisées pour négocier des accords, obtenir des concessions ou même libérer des prisonniers politiques. Le vol des archives par les nazis a eu des répercussions profondes sur les relations internationales, exacerbant les tensions déjà vives entre nations. Cette action a non seulement mis en lumière l'importance stratégique des informations, mais a également souligné la fragilité des liens diplomatiques en temps de guerre. La course pour récupérer ces documents a engendré une méfiance accrue entre alliés et ennemis, modifiant ainsi le cours des interactions politiques durant et après la Seconde Guerre mondiale. L'utilisation des archives dans la propagande de guerre par les nazis a démontré la puissance de l'information comme arme. Cette stratégie a contribué à manipuler l'opinion publique et à justifier les actions du régime auprès de la population allemande et des territoires occupés. La révélation de certains secrets a servi à discréditer les adversaires et à renforcer le sentiment nationaliste, prouvant l'efficacité de l'information comme outil de guerre psychologique. Les archives se sont révélées être des preuves cruciales des crimes de guerre nazis, jouant un rôle déterminant dans les procès de Nuremberg. Leur découverte a permis de documenter avec précision les atrocités commises, facilitant ainsi la poursuite et la condamnation des responsables. Les archives volées ont également eu un impact significatif sur la compréhension des sociétés secrètes, offrant un aperçu inédit de leurs rituels et de leur influence. L'étude de ces documents a permis de démystifier certains aspects de la franc-maçonnerie et d'autres groupes, contribuant à une meilleure appréciation de leur rôle dans l'histoire. Cette connaissance enrichie aide à nuancer notre perception des mouvements ésotériques et de leur impact sur les événements mondiaux. La fascination moderne pour les archives volées tient à la fois de l'histoire et du mystère qui les entoure. Elles inspirent des romans, des films et des documentaires, attirant l'attention du public sur des aspects méconnus de l'histoire. Cette fascination aide également à sensibiliser sur la nécessité de protéger le patrimoine culturel. L'impact des archives sur les recherches maçonniques contemporaines est considérable. Elles offrent des enseignements inédits sur les pratiques, les rituels et l'histoire de la franc-maçonnerie, permettant aux chercheurs
de démêler les mythes des réalités. Ces documents volés continuent donc d'éclairer les zones d'ombre de cette organisation séculaire. Les archives volées ont également trouvé leur place dans la littérature et le cinéma, servant de toile de fond pour des histoires captivantes mêlant intrigue historique et aventure. Ces œuvres contribuent à maintenir en vie l'intérêt pour ces documents et pour les périodes tumultueuses de l'histoire qu'ils représentent. La quête des archives perdues ne s'arrête pas là. Le futur de la recherche s'annonce riche avec l'avènement des technologies numériques qui ouvrent de nouvelles voies pour la localisation et la préservation des documents. Cette quête continue et promet de révéler encore plus de secrets enfouis, témoignant de l'incessante curiosité humaine pour son passé. Alors que les lampions s'éteignent sur cet épisode d'Investipédia, on ne saurait oublier que sous le couvert du secret et de la tromperie se cache un drame humain profond fait de courage, de trahison et de sacrifice. Les hommes et les femmes qui ont servi d'espions, souvent au péril de leur vie au service de leur pays, sont aussi énigmatiques qu'héroïques. La lumière sur l'histoire de leur double vie, à travers Investipedia, nous rappelle les complexités de la moralité et de l'éthique dans la poursuite de la sécurité des nations. Héros pour les uns et vulgaires brigands pour des autres. C'est un euphémisme de dire que les espions ont à eux seuls influencé de manière palpable notre monde. Bonne soirée, à plus tard sur Investipedia.